Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct et à retrouver bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, un état des lieux des fondamentaux de l'économie et de la macroéconomie en zone euro après un déluge de publications relatives à la croissance de la zone euro et des 20 pays de la zone euro et à l'inflation du mois d'octobre. Pour résumer la toile de fond, la croissance en zone euro à l'issue du troisième trimestre reste relativement médiocre. Quant à l'inflation au mois d'octobre, elle aura franchi une marche à la baisse assez spectaculaire puisqu'on est passé d'un rythme d'inflation sur un an global de plus de 4% en septembre à moins de 3% désormais pour l'ensemble de la zone euro. Le décryptage, les commentaires, l'analyse de nos invités à suivre dans un instant avec Planète Marché qui commence dans quelques secondes. Du point de vue des marchés, justement, la question qu'on peut se poser à l'issue de ce mois d'octobre, qui sera un nouveau mois de baisse pour les grands indices actions en Europe et aux États-Unis, un troisième mois de baisse consécutive pour le S&P 500 ou encore le Stock 600 en Europe. La question qu'on pourra se poser de ce point de vue-là, est-ce qu'on est au début d'un mouvement de correction? On a déjà perdu une dizaine de pourcents, ou en tout cas, est-ce que c'est un mouvement de correction qui est amené à se prolonger selon toute probabilité, ou est-ce qu'il est désormais temps de parler de l'idée d'un rebond pour les indices actions et les actifs risqués? Question marché donc à suivre avec nos invités. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, nous évoquerons une grande thématique globale, profonde pour les investisseurs, le thème de l'eau et des déchets. Et c'est Bertrand Lecourt, gérant chez J.O. Hambro, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45 pour évoquer ce thème de l'eau et des déchets. Avant d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour au terme de cette séance en Europe qui aura vu le CAC 40 renouer avec le niveau des 6900 points, c'est avec Comme du Bois. La Bourse de Paris confirme son rebond ce mardi à la faveur de bonnes nouvelles sur le front de l'inflation en zone euro, qui a nettement ralenti en octobre sur un an pour retomber à son plus faible niveau depuis 2 ans. L'indice global est ressorti à 2,9% sur un an en octobre et à 4,2% sur un an pour la même période pour l'inflation core. Le PIB de la zone euro s'est quant à lui contracté de façon inattendue au troisième trimestre de 0,1% par rapport au trimestre précédent, quand le consensus anticipait une croissance nulle sur cette période. Ces données renforcent la conviction du marché sur la possibilité de voir la BCE arriver au bout de ses hausses de taux. En France, la croissance est ressortie en hausse au troisième trimestre de 0,1% par rapport au trimestre précédent. Du côté des valeurs, Bouygues progresse aujourd'hui jusqu'à plus de 5,6% au cours de la séance. Le groupe est porté par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Il en va de même pour Stellantis, dont le titre évolue en hausse jusqu'à 2,3% au cours de la séance. Le chiffre d'affaires net du groupe a augmenté de 7% au troisième trimestre pour atteindre 45,1 milliards d'euros malgré des effets de change défavorables et une grève importante dans une de ses usines majeures aux États-Unis. De son côté, Thales perd jusqu'à plus de 2% aujourd'hui à Paris malgré un chiffre d'affaires en hausse de 7,2%. À périmètre et taux de change constant au troisième trimestre, le groupe accuse un recul organique de 6% de ses prises de commandes sur la période. Demain, les marchés seront ouverts, les investisseurs resteront attentifs à la décision de politique monétaire de la Fed. Ils prendront aussi connaissance de l'indice ISM manufacturier pour le mois d'octobre aux États-Unis et de l'enquête ADP des créations d'emplois dans le secteur privé pour octobre, toujours aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse sur Bismart avec Comme du Bois. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jean-Jacques Friedman est à nos côtés ce soir, directeur des investissements de Vega IM. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir Grégoire. Christian Parizeau nous accompagne également. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous êtes économiste et président d'Altair Economics. Et Gustavo Renstein avec nous également ce soir en plateau. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes le responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. La macro à la une avec un déluge de publications relatives à la zone euro, notamment ce matin.
Gustavo, puisqu'on a eu les chiffres de croissance pour les 20 pays de la zone euro qui ont été publiés au fil de l'eau et le chiffre global pour la zone euro au terme du troisième trimestre, et puis les données d'inflation mensuelle relatives au mois d'octobre. Quels sont les enseignements un peu globaux qu'on retient de ces chiffres? Quelle est la réalité un peu fondamentale qu'on peut mettre en avant derrière ces indicateurs conjoncturels? Est-ce qu'il y a des spécificités locales qu'il faut souligner, des bonnes ou des mauvaises surprises également à mettre en avant? Moi, je commencerai d'abord par parler de l'inflation, parce que ça semble être dans le moment actuel le chiffre le plus marquant et le plus important. Donc il y a effectivement un ralentissement assez fort de l'inflation. Et finalement, alors évidemment, il y a des effets de base. Et on regarde, nous, par exemple, sur 6 mois, les mouvements d'inflation corps en 6 mois annualisés. Et là, on est autour de 3%, et on va sans doute passer en dessous. Donc dans le fond, on est déjà pas si loin que ça. C'est toujours la question de... Évidemment, la Banque Centrale Européenne vise 2%, pas 3%. Mais enfin, à 3, on n'en est pas si loin que ça, dans une économie qui, par ailleurs, alors évidemment, elle stagne. C'est vrai que les chiffres de croissance ne sont pas extraordinaires. Mais si on compare quelque part le niveau de la croissance aujourd'hui dans la zone euro, la situation macroéconomique avec l'ensemble des chocs de l'année 2022, et tout ce qui s'est passé depuis 18 mois dans l'économie européenne, j'ai envie de dire, on s'en sort plutôt pas mal. Et ça reste quand même dans la catégorie, je dirais, résilience. Même si c'est vrai, c'est bien une stagnation de l'activité, mais on a subi des chocs qui sont qui sont majeurs. Vraiment, le choc des termes de l'échange de 2022 sur le pétrole et le gaz, et notamment le gaz, était gigantesque. Ça coûte extrêmement cher à l'Europe. Et malgré ça, on arrive quand même à maintenir une croissance pas énorme, encore une fois, mais enfin, ça reste une certaine résilience. Donc on a une désinflation et en même temps une économie qui finalement tient pas trop mal. C'est pas exactement l'histoire américaine où on a une grosse désinflation avec en plus une économie qui est beaucoup plus forte. Mais dans le fond, c'est à petit niveau, mais un mélange qui n'est pas si mauvais que ça. Et donc la question maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Et nous, notre impression, c'est qu'on est quand même en Europe plutôt dans une zone basse d'activité, que la partie, notamment le secteur manufacturier, pourrait quand même réaccélérer à partir de là. On voit les prémices de ça ou pas, Gustavo? Parce que les services restent évidemment une composante majeure de nos économies et de la croissance économique qui va avec. Mais le manufacturier peut avoir aussi des effets positifs d'entraînement importants pour la croissance. Oui, ça a un rôle important. Donc il y a à la fois certains secteurs qui continuent à rebondir peu à peu. L'automobile, c'est l'exemple de secteur qui vient d'une crise énorme et qui peu à peu quand même sort notamment des problèmes d'offres qui restent importants, et on voit quand même que le secteur manufacturier européen commence peu à peu à sortir de ces problèmes d'offres. C'est ce qu'on va dire dans les dernières enquêtes européennes sur ce qui bloque la production, et les contraintes d'offres commencent à se réduire. Forcément, les contraintes de demande, elles, commencent à augmenter un peu, mais il y a quand même un peu moins de ces contraintes. Par ailleurs, les questions des stocks aussi qui ont été importants. Il y a eu pas mal de déstockage. C'est d'ailleurs dans la publication française, notamment du PIB, un déstockage assez important. Donc, on sait que ce cycle des stocks pourrait, évidemment, une fois qu'on a apuré ces stocks, on peut recommencer peu à peu à une plus de solidité du côté du secteur manufacturier. Donc, il nous semble qu'on est plutôt, disons, au tournant de l'hiver, plutôt au point bas sur cette partie manufacturière qui pourrait quand même réaccélérer à partir de là. Du côté des services, bon, là, c'est un peu le sens inverse, on dirait, c'est qu'ils ont été très résistants et ça devrait peu à peu se normaliser. Mais ce jeu d'équilibre, au moment où le rattrapage des services se termine et on peut anticiper une demande moins forte dans les services, on peut avoir un peu plus de dynamique positive dans le secteur industriel et manufacturier. Ça peut permettre de maintenir alors cet état médiocre, certes, mais de stagnation de l'économie, de la zone euro au global pour les prochains mois et les prochains trimestres. Oui, je pense que ça peut quand même maintenir un équilibre, sachant quand même que lorsque les services ralentissent, ça a plus d'impact sur l'emploi que lorsque c'est le secteur manufacturier qui est peu pourvoyeur d'emploi. Donc c'est vrai que du côté des marchés du travail, ça va plutôt avoir tendance à un petit peu à calmer, disons à dégrader un peu le marché du travail. Mais bon, si on ne peut pas s'inquiéter de tout à la fois. Alors soit on s'inquiète de l'inflation et du coup le ralentissement, le marché du travail qui ralentit est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Et dans le fond, ça rassure effectivement, je dirais, la Banque Centrale Européenne. Et à la fin, ce qu'on observe, et l'impression qu'on a notamment de ce qui s'est passé tout au long de l'année, c'est qu'à la fin, ce que les investisseurs préfèrent, c'est quand même d'avoir la Banque Centrale de leur côté, plus que d'avoir finalement une croissance très forte.
Donc, si on a une croissance un peu médiocre, mais une désinflation qui se poursuit et une banque centrale qui est plus du côté des investisseurs, ce sera marqué du positif. point de vue des marchés financiers, c'est quand même quelque chose de positif. Bon, mais je retiens quand même cette grande idée macro, en mesurant notamment l'inflation cœur sur des rythmes 3 mois ou 6 mois annualisés, on tourne autour de 3%, ça ne nous a coûté qu'une stagnation économique. Oui, c'est comme ça qu'il faut, avoir en tête en zone euro. En fait, quand on parle beaucoup avec d'autres, notamment avec les gens qui sont en dehors des marchés financiers, quand on parle des prix, ils disent mais non, mais tout ça coûte très cher, ils me parlent des prix. Et je leur dis oui, mais c'est le niveau des prix. Effectivement, le niveau des prix ne baissera pas, il y a peu de chances que ça rebaisse. Ce qui a monté en général, les prix ça monte et ça baisse très peu. C'est même pas souhaitable. C'est pas forcément souhaitable par ailleurs, mais bon, donc l'effet pouvoir d'achat, qui est l'effet désagréable pour les ménages, lui ne disparaît pas, mais l'inflation, qui est donc la variation au fur et à mesure des prix, elle est en train de se normaliser. Bon, les prix reviendront peut-être pas au niveau de prix d'avant Covid. Après, on trouve quand même des segments où les prix peuvent baisser, y compris d'une année sur l'autre. Il y a quand même des segments... Ah bah non, mais d'accord. Les plus volatiles. Tout dépend par rapport à quoi on mesure l'évolution des prix. Si c'est par rapport au prix d'avant Covid, d'accord. Entre-temps, les salaires ont monté, il ne faut pas l'oublier, les salaires ont monté. Le SMIC n'est plus au même niveau qu'il y a un an. Donc, il y a eu des ajustements. Je pense qu'il y a peut-être un élément quand même qui nous surprend tous, c'est l'écart entre les mesures effectives d'activité et les données d'enquête. Et c'est peut-être ça aussi qui mois après mois, trimestre après trimestre. On s'aperçoit qu'on a des enquêtes, alors pour ne pas les citer, PMI, qu'on regarde tous, qui sont beaucoup plus dégradées que ce que nous donnent les chiffres effectifs d'activité. Et puis alors après, de manière moindre, mais on a l'IFO, l'enquête IFO, les enquêtes nationales, qui sont, sans être aussi noires que les PMI, étaient quand même ne montrait pas une économie très positive et militait plutôt pour une contraction. Moi, je dirais que... Juste petite parenthèse, je me permets, parce que le cas de l'Allemagne est particulièrement intéressant. Alors, il y a peut-être une défaillance statistique en Allemagne qu'on ne trouve pas dans un pays comme la France, où l'Institut statistique est un des meilleurs du monde. Mais quand même, les chiffres allemands, quels qu'ils soient, sont constamment révisés à la hausse. Le deuxième trimestre a été révisé à la hausse ce matin en Allemagne. Le premier trimestre a été révisé à nouveau à la hausse ce matin en Allemagne. Et on parle effectivement d'une première estimation de croissance en Allemagne négative, légèrement, pour le troisième trimestre. On oublie, je trouve un peu trop, les chiffres révisés qui sont quand même les chiffres les plus fiables dont on dispose dans le temps présent pour avoir une idée de ce qui s'est passé en termes de croissance en Allemagne sur les trimestres. Je parle du deuxième et du premier trimestre de cette année 2023. Je ne remonte pas 30 ans en arrière. Mais on a énormément de problèmes statistiques. Certes. Et ce qui s'explique par ces révisions, parce qu'on a des changements de comportement. Et ça, les statistiques n'aiment pas. Bien sûr. Parce que quand on fait des premières estimations, des préliminaires, on pose sur un échantillon. Et donc forcément, on a quand même une certaine inertie des statistiques. Et donc tout ce qui est correction des variations saisonnières, tout ce qui est tout élément d'estimation des benchmarks et tout ça, fait qu'on ne supporte pas les changements, les ruptures de l'économie. Non, je ne dis pas que c'est facile. Je dis juste attention à regarder quand même de temps en temps ce qui s'est réellement passé, parce que ça peut changer quand même l'analyse et l'histoire qu'on racontait il y a quelques mois ou quelques trimestres. 2022 a été réécrit dans beaucoup de pays. Oui. 2022, je sais que les marchés n'ont pas regardé. Au Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni, en Espagne, aux États-Unis, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont monstrueusement révisés depuis sur un an. Donc on a cette incertitude statistique. Mais je voulais juste souligner peut-être un élément intéressant, c'est peut-être pourquoi on a des enquêtes qui sont beaucoup plus dégradées que les données effectives. Ça veut dire aussi les gens qui répondent aux enquêtes, c'est des directeurs des achats, c'est des entreprises, c'est des ressentis. Donc ça veut dire qu'il y a un ressenti quand même qui est beaucoup plus dégradé que ce qu'est la réalité de leur activité, ou en tout cas pris au niveau agrégé, au niveau macroéconomique. Et quand on les interroge sur l'activité, les perspectives, ça s'est nettement dégradé. Donc on voit qu'il y a quand même un élément qu'il faut qu'on fasse très attention, c'est qu'on est quand même très affecté par l'environnement global, par le fait qu'on a un commerce mondial qui se contracte. Et ça, c'est quand même un élément important. On a quand même en Europe deux guerres, qu'on le veuille ou non, aux portes du pays. Et ça joue énormément. Alors, je dirais que ça prouve, par contre, qu'il y a peut-être un élément de fragilité qu'il faut vraiment regarder. On est tous focalisés sur le consommateur, ce consommateur qui pourrait un peu moins épargner, notamment en France, où on a un taux d'épargne record. Donc, on se dit, le consommateur pourrait redémarrer, mais est-ce que la faiblesse ne va pas venir plutôt des chefs d'entreprise et sur leur comportement d'investissement? Parce qu'aujourd'hui, ce que semblent nous donner les enquêtes, c'est qu'ils sont très, très noirs sur
les perspectives. Ils sont très affectés par l'actualité et on sait que s'il y a un élément de faiblesse, ça sera plutôt l'investissement. Donc, on l'a pas vu en France au troisième trimestre. On le voit pas encore. Et voilà, c'est ça. La demande interfinale privée a été très solide en France. Consommation et investissement. On a été trop focalisé sur le consommateur, l'impact de l'inflation, mais il faut voir, c'est qu'on est dans un environnement qui se durcit, hausse des taux d'intérêt, incapacité à relever des prix aux consommateurs, parce qu'aujourd'hui c'est plus compliqué quand même de faire passer des hausses de prix avec un consommateur qui quand même est beaucoup plus regardant, et environnement international compliqué. Donc moi je pense que maintenant il faudrait plus, si on doit regarder quelque chose, c'est peut-être pas regarder trop le consommateur, puisque finalement il a plutôt été résilient, et même là il va regagner en pouvoir d'achat. Il va regagner un peu en pouvoir d'achat, il a un taux d'épargne élevé, donc bon, je suis pas hyper optimiste pour le consommateur, mais ce qu'il faut regarder, c'est essayer de regarder comment vont se comporter les chefs d'entreprise. Est-ce qu'ils vont licencier, première chose, parce qu'on a quand même une activité qui stagne, et pour l'instant, ils continuent d'embaucher, donc c'est quand même une anomalie assez exceptionnelle, donc tant mieux pour l'économie, mais c'est un élément qui explique la résilience aussi de la consommation, mais c'est un truc à regarder. Et puis l'investissement, à mon avis, il va falloir vraiment regarder ça de très près. S'il y a un élément de faiblesse, c'est peut-être de là que ça vient. Alors après, ça jouera notamment au niveau des secteurs industriels, parce qu'aujourd'hui, ce qui a corrigé dans les secteurs industriels, c'est les biens intermédiaires. C'est eux qui ont subi le mouvement de déstockage, qui ont eu ces papiers carton, c'est tout ce qui est, vous voyez, chimie, tous ces secteurs-là qui ont subi le plus gros choc. Donc je pense qu'en effet, sur ce segment-là de l'industrie, ça va repartir. Mais là où on pourrait avoir des signes de faiblesse, c'est plutôt tout ce qui est biens de consommation, mais surtout biens d'investissement. Et c'est là-dessus, sur ce type d'industrie qu'il faut regarder. On a quand même, alors dans certaines enquêtes PMI, des directeurs d'achat qui disent que tout ce qui est secteur à cycle long, donc dans lequel on a des carnets de commandes à très long terme, où c'est donc des biens d'investissement plutôt, et ben on a quand même un vrai changement de comportement depuis quelques mois, et des commandes qui se retournent assez violemment. Donc, encore une fois, si je dois retenir une chose de ces chiffres, c'est plutôt bon, c'est plutôt très bien, mais attention à l'investissement et aux secteurs qui sont très dépendants de l'investissement des entreprises. Sur la question de la statistique, ça ne vous aura pas échappé, j'imagine, Christian, donc c'est l'ONS britannique qui a suspendu ces derniers jours, ou qui avait reporté la publication d'un certain nombre d'indicateurs relatifs au marché du travail. Je lisais que l'enquête travail, qui sert à mesurer notamment le taux de chômage aux États-Unis, le taux de réponse était de 40% avant Covid, il est tombé à moins de 15%. Le taux de réponse des enquêtes devient problématique. Dans certains cas. Ils ont aussi énormément de problèmes sur les types de questions qu'ils posent. Ils ont dû revoir ça parce qu'ils sont aperçus que les gens ne répondaient mal aux questions, ils ne comprenaient pas la question, pour faire simple. Mais c'est parce la question était peut-être mal posée. Non, mais ça peut arriver. Mais c'est surtout qu'ils sont aperçus qu'avec post-Covid, les gens ne raisonnaient pas de la même façon. Sujet de fond, ils ne voyaient pas les choses de la même façon. Donc il y a eu pas mal d'éléments aujourd'hui statistiques. Jean-Jacques, au-delà de ces arguties statistiques... Il y a des biais, c'est sûr, parce qu'en plus, un PMI, on raisonne par rapport à ce qui vient de se passer. C'est mieux ou moins bien, donc tout ça est relatif. En plus, il y a une base, finalement, ça peut rejoindre le confiance du consommateur. Si on interroge, si tout le monde se sent un peu plus inquiet, mais qu'il y a beaucoup plus de gens au boulot, etc., collectivement, un indice macro sera meilleur. On ne répond pas par un degré. La réponse PMI, c'est, comme vous dites, c'est une série de questions. Est-ce que c'est mieux ? Oui, c'est 100. Est-ce que c'est moins bien ? C'est 0. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on ajuste. C'est mieux à 1%, c'est mieux à 10%, mais ça, on n'a pas. On sait juste que c'est mieux. Sur la croissance européenne, on voit bien une vraie différence entre États-Unis et Europe. C'est-à-dire qu'États-Unis, toute l'épargne a déjà été consommée. Et alors, il y a un plan d'investissement important. Donc, on voit bien que c'est plutôt la patte industrielle qui va compenser la faiblesse de la consommation américaine qu'on peut anticiper. Parce que le gros moteur de l'épargne a été utilisé. Il reste le pouvoir d'achat qui s'est quand même un peu amélioré. Parce qu'il y a un peu une tendance qui reste sur les salaires pendant que les prix baissent. Donc, ils ont un peu plus de pouvoir d'achat. Il faut voir qu'aux États-Unis, par contre, quand on remonte à 2021-2022, il y a vraiment une courbe un peu plate. Alors qu'en Europe, il y avait eu un rebond beaucoup plus important il y a 2 ans. Et que là, on est en train de sombrer. Je rejoins les éléments sur l'énergie, c'est-à-dire que l'élément énergétique est très fort et explique la faiblesse de la valorisation européenne par rapport aux États-Unis. Durablement, ce qui s'est passé sur le conflit russo-ukrainien, ça va pénaliser les entreprises européennes, un accès à l'énergie qui est moindre. Sur l'inflation, ce que je trouve intéressant, et sur la hausse des taux, puisque finalement les taux ont pris 100 points de base depuis le dernier comité de la Fed, ce qui aurait été inquiétant, c'est que cette hausse des taux survienne, et ça pouvait survenir par exemple l'année prochaine, au moment vraiment où il y aurait eu un ralentissement de l'économie. Et là, on aurait parlé de stagflation, et là, le marché aurait pu flancher beaucoup plus que ce qu'il a flanché là. Donc finalement, je trouve que c'est au moment où l'économie américaine a été assez forte que cette hausse des taux a eu lieu, ce qui veut dire que
pour nous, il y a une partie importante de la correction qui a déjà eu lieu grâce à ça. Donc c'est peut-être l'élément important quand même. Donc c'est pour nous la question du timing est importante. De voir les taux longs réels augmenter fortement à ce moment-là du cycle de la croissance américaine, c'est plutôt le meilleur timing possible. C'est le meilleur timing, oui. Ça mérite, c'est une correction d'une dizaine de pourcents qui pouvait être attendue quand même, parce qu'il y avait un changement de psychologie sur les marchés, donc ça pouvait être attendu, mais c'est survenu à un moment donné où au moins ne se pose pas la question de la stagflation. Et en plus, ce qui plaît bien aux économistes, parce que finalement, d'anticiper une baisse forte de l'inflation jusqu'à un niveau de 4% autour, ça, le marché le savait. Ensuite, c'était extrêmement incertain. Et on voit que des effets de second tour, finalement, se diluent un peu. Donc, on verra peut-être les chiffres de l'emploi. Mais de toute façon, la question, le scénario, c'était d'abord revenir sur les obligations. Et c'est ce qui nous semble possiblement le cas. C'est ce qu'on est en train de faire. Et après, peut-être que dans un second temps, alors est-ce que c'était par un transfert des actions vers les obligues, les actions n'auraient pas aimé, ou est-ce qu'il peut y avoir un scénario rose où ce mouvement sur les obligations, avec une croissance qui tient, bénéficie tout de suite aux actions? C'est un peu la question. Mais je dirais que je vois plutôt un premier pas où les investisseurs reviendront plutôt vers l'obligataire. Les flux, depuis des mois, vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je note que le 10 ans américain à 5% et plus, donc c'était il y a une semaine maintenant, ça a été assez bref. Oui, c'était assez bref, oui. Donc après, on peut toujours prendre le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a eu des chiffres plus importants du point de vue de la croissance, au T3 qui était inattendu. Et ça n'a pas permis ce franchissement. Donc, on en parlait un peu. Ça va être plutôt le programme, finalement, d'émissions sur le marché qui va peut-être donner quelques indications pour les jours et les semaines à venir. Bon, si on en vient effectivement à dire un mot des banques centrales, au global, Gustavo, Fed, BCE, ça y est, la pause est entamée. Elle semble, acquise à ce stade, ou est-ce qu'on est en droit encore de se poser des questions? Je pense qu'elle est acquise pour la Banque Centrale Européenne, étant donné ce qu'on s'est dit sur la conjoncture européenne. S'il reste un point d'interrogation, c'est plus du côté de la Fed? Oui, la Fed peut éventuellement, alors bon, personne n'attend rien demain, mais peut toujours, d'ici la fin de l'année, il y avait une possibilité d'augmenter encore une fois les taux, mais grosso modo, une hausse ou pas ça ne changera pas grand-chose à ce stade. Enfin, pour les porteurs obligataires, c'est une autre question, à court terme en tout cas, mais ça, je ne pense pas que ça changera énormément. De toute façon, c'est toute la question des marchés et de la macroéconomie. 2022, les résultats des boîtes étaient extraordinaires, le marché baisse. Cette année, c'est pile l'inverse. Enfin, c'est compliqué. La relation entre les marchés et l'économie américaine est forte et le marché baisse et il y a une énorme nervosité. Et ça vient, je pense, d'un positionnement erroné en début d'année des investisseurs qui étaient extrêmement pessimistes, croyaient à une récession. Et en fait, voulaient une récession. C'est même pas qu'ils y croyaient, c'est qu'ils voulaient la récession parce que c'était la solution claire et simple qu'on a appris dans les manuels d'économie à l'inflation. J'ai l'inflation, j'ai la récession, l'inflation s'arrête et hop, ça repart. On a tous appris ça. C'est le nouveau cycle. Hop, ça c'est facile. Et puis c'est parce qu'on a eu, ce scénario qui était quelque part désagréable, d'une résilience et puis du coup, il n'y a pas de conclusion. C'est ça la question. Où est-ce qu'on en est du cycle? Est-ce qu'on est en fin de cycle? Est-ce qu'on a déjà entamé un nouveau cycle, je ne sais pas, du point de vue manufacturier ou industriel? C'est très difficile. On vient, encore une fois, et c'est vrai que c'est toujours le point de départ, on vient de 2020, d'une fermeture de l'économie mondiale, une réouverture, ça a tout un impact sur les chaînes de valeur, les cycles. Il y a eu énormément de restockage. On est passé du juste à temps au juste au cas où, ce que disent les Américains. Donc il y a eu beaucoup de commandes, les commandes ont explosé. Et puis tout ça se recalme maintenant que quelque part ça va mieux et du coup ça provoque des rechutes. Il y a eu des soutiens énormes à l'économie, on l'a déjà dit plein de fois, budgétaires. Donc tout ça crée énormément de difficultés à vraiment distinguer un vrai cycle de simplement d'une série de chocs. Du bruit. Tout le bruit qu'a subi l'économie, et je ne parle même pas de 2022, évidemment, et des guerres, etc., etc. Donc tout ça est un monde un peu compliqué, et c'est difficile de distinguer ce qui serait un cycle profond de simplement les zigzags de ces différents chocs. On a l'impression quand même que le côté offre, d'ailleurs c'est ça quelque part ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est un contre-choc d'offres qui a été positif cette fois-ci, le retour des travailleurs, le retour des chaînes d'approvisionnement, de nouveau un fonctionnement normal. Et tout ça améliore le marché du travail. Ça a permis de faire baisser l'inflation sans baisse de la demande.
C'est un choc d'offres positif. Mais ça n'a pas, c'est ça que je crois que ça n'a pas bénéficié au marché, quelque part. Il y a une énorme nervosité, et à part les fameux... C'est magnifique. Le reste, c'est quand même plutôt nulle part en termes de marché. Ça prouve bien qu'il y a un malaise. Et ce malaise ne vient pas de l'économie, mais il vient du positionnement des investisseurs, beaucoup trop pessimistes, qui sont en train de le corriger. Et aujourd'hui, le fameux higher for longer, il nous semble, enfin c'est un débat, mais il nous semble, nous, que ça y est, c'est dans les prix, c'est dans les esprits des investisseurs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Effectivement, maintenant, revenir sur les obligations, nous qui en avons été chez Dorval absents très très longtemps, on commence à revenir sur les obligations, sur les taux longs, dans une perspective de portefeuille plus balancée. Pour le portage, quoi. Et pour la protection que ça peut offrir. Et pour la protection. D'accord, pour les deux. Oui, je voulais juste... Christian, je veux bien qu'on migre vers le Japon. Oui, alors juste rapidement pour finir, il y a un point aussi qui est très important, je pense que c'est l'inflation. C'est-à-dire que les marchés... Non, pourquoi je dis que c'est important ? Parce que les marchés ont vu tout au long du premier semestre des entreprises qui ont sorti des très bons résultats, mais n'oubliez pas que les entreprises raisonnent avec l'inflation. Que vous aviez certaines entreprises qui annonçaient des carnets de commandes qui étaient en croissance, mais avec des effets volumes négatifs. C'est-à-dire que, je vous prends l'exemple des Pepsi, des Coca-Cola, ils ont une baisse de leur vente en volume, mais comme ils ont monté les prix de 10, 11%, 12%, ils ont une hausse de leur chiffre d'affaires assez importante. Avec des taux de marge maintenus, ça faisait progresser les EPS. Et donc, on a été protégé au niveau des marchés actions, je parle en termes de valorisation, et c'était la bonne surprise en quelque part dans les publications des entreprises du premier semestre, par cette inflation. Maintenant, il faut intégrer la désinflation. Et là, elle est plutôt brutale. Et c'est la conséquence qu'on voit. C'est quoi les exemples ? Parce que moi j'ai vu, alors Coca, je crois que le mix prix, ça doit être du +8, +9. Les volumes sont en hausse de 2%. McDo a l'air de nous dire que ça tient pas. Coca est en baisse de moins 0,5 en volume total. Pepsi est à moins 2,5 en volume. Moi, j'avais vu une progression alors des après, volumes. ça dépend sur quoi, mais sur la partie boisson non, sur la total. partie... Moi, je parle de total. D'accord. Mais j'ai vu des baisses de volume quand même dans les grands groupes de staples très limitées. Très limitées. On commence à voir dans l'industrie et d'avoir des réactions quand même aujourd'hui dans des guidances un peu plus... alors, première chose, regardez, si vous prenez le consensus des analystes, pour la première fois, ils commencent à baisser leur projection de chiffre d'affaires. À horizon 1 an. C'est-à-dire qu'on a le consensus qui commence à s'ajuster sur le chiffre d'affaires. Je ne parle pas des EPS, mais je parle juste du chiffre d'affaires. Nominal. Donc on commence à intégrer le fait qu'on va passer, comme on a une inflation qui est passée de 8% à 5 et maintenant qui passe à 3, ça veut dire que mécaniquement, on aura un chiffre d'affaires qui va progresser beaucoup moins rapidement. Et derrière, toute la question, c'est est-ce que ce mouvement de désinflation va coûter très cher en termes de marge ? Parce qu'on a vu que les entreprises, alors pas toutes, mais certaines avaient même amélioré leur marge, donc elles avaient pu retransmettre plus que leur hausse de coût aux consommateurs. Est-ce que cette surmarge qu'ils en ont profité, elle ne va pas disparaître ? Et donc dans ce cas-là, on aura le double effet, effet désinflationniste, hausse des coûts de production et pincement de marge. Donc moi je pense qu'il y a un vrai environnement, même sans être dramatique sur la croissance, il y a une vraie détérioration de l'environnement économique pour la bourse, pour les résultats des entreprises. Alors si on rajoute en plus la hausse des frais financiers, l'impact des hausses des taux, c'est un élément encore plus négatif. Tiens, justement sur la partie un peu micro, comment vous regardez les choses ? Alors globalement, Jean-Jacques, mais est-ce qu'il y a des secteurs par rapport à d'autres où vous vous sentez beaucoup plus à l'aise aujourd'hui, après, je sais pas, les de-rating qu'on a pu observer, et puis les résultats publiés qui viennent peut-être réajuster un petit peu la valeur de ces entreprises. C'est vrai que je vois les gérants actions, avant la publication, ils n'osent pas tellement acheter. C'est-à-dire que c'est un peu ça. En même temps, vu les mines qu'on a prises ces derniers jours, effectivement, il ne faut peut-être pas acheter tout et n'importe quoi avant les publications. Oui. Donc plus d'exposition, un peu des dossiers défensifs, un peu du style les ascensoristes comme Koné ou les Flavor un peu Gévaudan, vous voyez des sortes de donc ça, c'est la croissance visible. Voilà. Donc il y a le fait de choses qui étaient un peu abandonnées, croissance visible, où on ose se réexposer là-dessus. Donc c'est, je pense, le choix qui est plutôt fait. Et puis quand même le sentiment que sur les États-Unis, à part ces 7 magnifiques, il y a quand même tout un potentiel de dossiers croissance peu valorisé, et qu'avec ce potentiel de baisse des taux, après la correction qu'on a eue cet été, jouer, alors là on ne joue pas souvent en direct, mais à travers des fonds, et donc là,
il nous semble que voilà, ça peut ce Nasdaq hors 7 magnifique, nous sommes recelés également du potentiel. On peut avoir un rééquilibrage entre les indices surpondérés, surdopés avec 7-10 grosses valeurs et ceux qui et le reste de la cote où les indices équipondérés. Vous dites il y a de la place pour que on l'avait tenté la partie du marché qui n'est nulle part, comme dit comme dit Gustavo, puisse revenir de nulle part. On l'avait tenté en juin avec soit des indices carrément équipondérés, soit des fonds un peu plus profonds qui avaient des valeurs moyennes. Valeurs moyennes, on ne peut pas dire que ça a été un grand succès. Ça a joué son rôle un peu sur ces indices équipondérés. Il nous semble que voilà, par rapport à ce mouvement-là, il ne faut pas oublier que c'est 100 points de hausse des taux quand même en septembre et octobre, quoi. On est 100 points plus haut sur l'obligataire. Donc, c'est-à-dire que le travail, tout ce qu'on dit là, c'est qu'au fur et à mesure des réunions, il y a un moment donné, on va à chaque fois se dire, est-ce que le discours va changer ? On va attendre du positif de ces réunions des banques centrales. C'est ça qui est vraiment différent. On se dit, est-ce que le discours va changer ? Est-ce que ces coups, ils vont dire, on est encore data dépendant, etc. Donc, on va attendre du positif quand même là-dessus. Donc, il nous semble que voilà, ces éléments de croissance, un point d'inflexion. Voilà, croissance US, un peu tech, et je dirais de la qualité au niveau européen, quelques dossiers, voilà, nous semblent raisonnables à l'heure actuelle. Ouais. Oui, je voulais qu'on parle du Japon, dans le sillage des discussions sur les banques centrales. Donc, alors le Japon avance à pas de velours, sous la pression des marchés quand même. Le yen a cassé 150 assez nettement aujourd'hui contre dollar. Et donc, alors on parle de tweak, des torsions dans la règle de contrôle de la courbe des taux au Japon. Comment est-ce qu'on peut comprendre simplement je crois qu'il faut se mettre la stratégie de la Banque du Japon. Ce que doit être la psyché à la Banque du Japon, qui se disent, on a peut-être maintenant l'occasion de sortir de quelque chose dont on est dedans depuis 25 ans, qui est cette déflation, cet état où les entreprises ne savaient pas comment on appuyait sur le bouton j'augmente les prix, où les salariés ne demandaient pas de hausse de salaire. Ils veulent absolument sortir de ça. Et c'est 25 ans, c'est pas un truc qui est arrivé la semaine dernière, c'est très très long. Et là, ils sentent que c'est possible, mais ils ne veulent pas se tromper, parce que l'erreur peut être chère. Il y a tellement de souvenirs on commence à s'en sortir, et puis on augmente la sales tax, et tout se casse la figure. Ouais. On commence à s'en sortir, on remonte les taux d'intérêt, et tout ça. Bon. Donc, ils essaient d'être une patience extraordinaire. Tant pis pour le yen. Ça le met évidemment sous pression. Mais je crois qu'il faut bien comprendre leur point de départ, c'est quand même, je crois que tous les économistes, et notamment américains, doivent écrire des papiers, Krugman en tête depuis 25 ans, pour dire tout le mal qu'ils pensent de ce qu'ont fait les Japonais. Donc ils ne veulent pas qu'on leur reproche de nouveau d'avoir loupé le coche. Et donc ils sont extrêmement, extrêmement prudents. Bon, par ailleurs, c'est vrai que c'est une dette publique très importante, qui ne semble pas avoir des masses de problèmes manifestement à maintenir à des taux bas, comme quoi quand une banque centrale le veut, elle le peut. Ça crée quand même un très gros marché. Ils ne veulent pas non plus créer de la volatilité excessive. Pour l'instant, c'est le taux de change qui absorbe. Ouais. C'est d'ailleurs son job principal sur les marchés financiers, absorber. Et donc, c'est ce qu'il fait. Voilà, je crois que de toute façon, c'est la direction. Le Japon va effectivement sortir du yield curve control tout doucement, sortir des taux négatifs tout doucement. Mais c'est bien ça qui est devant nous. Ils préfèrent le faire, je pense, lorsque la Fed aussi va être un peu plus détendue et lorsque on sera aussi dans un moment où l'ensemble des banques centrales... Je comprends. Je dirais la Fed en premier, parce que, évidemment, on parle toujours de la divergence, mais c'est vrai que quand on arrive au marché financier, à la fin, on ne parle que des États-Unis et que de la Fed. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, elle ? Et à partir du moment où elle rentre dans une phase où elle va effectivement commencer à baisser les taux, ou en tout cas être plus du côté des investisseurs, la Banque du Japon aussi va se sentir un peu plus à l'aise. Ça, c'est le programme peut-être quelque part en 2024. Mais la complexité, mais justement pour rebondir aussi sur cette question des résultats, des profits et de l'inflation, c'est qu'effectivement, le scénario qui est décrit, c'est un scénario de pincement probablement des marges, de ralentissement nominal, mais de ralentissement de l'inflation. Et donc de baisse des taux. Et les marchés financiers, qui sont le mélange des deux, auront un comportement qui n'est pas évident à prévoir. Il est tout à fait possible que malgré peut-être une stagnation des résultats, on ait quand même des marchés boursiers qui se tiennent bien, parce que le fait que l'inflation ralentisse et revienne peu à peu dans son lit, on va dire, ça permet quand même d'augmenter la visibilité, ça rassure beaucoup les investisseurs. Ça évite jouer un re-rating, ça peut être du re-rating. Donc, il n'est pas évident qu'au final, ce soit si mauvais que ça. Je crois d'ailleurs que le ralentissement reste toujours finalement le scénario désiré. On préférerait que ça ralentisse. Si demain l'économie américaine se met à réaccélérer fortement,
Je ne pense pas que les marchés actions. C'est ça. Oui, puis comme vous dites, il y a une partie du marché qui est complètement sous l'eau, pricée déjà pour des choses très très désagréables et très très noires, toujours. Hein. Les small caps, ça a été c'est un truc. C'est un gouffre. C'est un gouffre énorme. Et du coup, c'est vrai qu'on regarde ça et on se dit c'est quand même. On peut faire remonter ça on n'a pas besoin d'une croissance très forte. Au contraire, il vaut mieux plutôt que ça se calme. Christian, sur le Japon, est-ce que ce qu'on dit là, ça ne concerne que les Japonais, la Banque du Japon, et à ce moment-là, on peut passer un peu vite, ou est-ce que quand même, c'est aussi l'ensemble du système financier mondial qui est concerné par ce qui se passe au Japon? Donc l'idée, c'est qu'ils contrôlaient la courbe des taux, ça veut dire qu'au départ, le 10 ans était à 0 et devait rester à 0, et puis ensuite, on a élargi un peu la bande de fluctuation autorisée, donc c'était plus 0,10, moins 0,10, plus 0,20, moins 0,20, enfin voilà, plus 0,5 cet été. Et maintenant, on avait fixé 1% comme étant le plafond, le cap à défendre pour la Banque du Japon. Et visiblement, ce 1% sur le 10 ans japonais, ça n'est plus qu'un point de référence dans le nouveau langage et dans la nouvelle communication de la Banque du Japon. Oui. C'est difficile de se dire qu'il s'est passé une révolution la nuit dernière au Japon. Quand même. Alors, c'est important quand même, c'est à surveiller, parce qu'il faut bien comprendre, c'est que en injectant des liquidités en yens, ça joue sur l'ensemble des marchés obligataires dans le monde. Je vous rappelle que dans son dernier rapport de stabilité financière, la BCE mettait en avant justement un risque de déstabilisation du marché obligataire européen à cause d'un changement de politique monétaire trop brusque de la part de la Banque centrale du Japon. Donc pour qu'une banque centrale européenne parle d'une banque centrale japonaise, c'est quand même, ils considèrent que c'est pas négligeable. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand la Banque centrale japonaise disait au-dessus de 1%, si les taux devaient monter à 1%, je rachète tous les papiers. Donc tous les gens qui avaient du papier japonais et qui voulaient avoir plus de rémunération, ils le donnaient à la Banque centrale. La Banque centrale donnait des yens. Mais vous faites quoi de ces yens? Vous alliez prendre ces yens, vous allez investir sur le marché américain et vous preniez du 5% américain. Ouais. Donc ce qui est très important, c'est que le fait de dire qu'on maintient des taux artificiellement bas et qu'on achète tout le papier, ça a créé des arbitrages. Les assureurs japonais vendaient leurs obligataires. Alors le pire, c'est quand le taux était à zéro. Zéro intérêt, zéro effet court, parce que vous ne pouvez même pas descendre en dessous des zéros. Donc, quelque part, vous n'aviez rien à gagner à rester 10 ans sur du japonais. Donc, vous aviez tout intérêt à vendre votre obligation pour aller sur des taux américains. C'est un marché mort. À un moment, on ne traitait même plus. Je me souviens, il y avait des jours et des séries de jours consécutifs sur lesquels on ne traitait plus sur ce marché des JGB qui se traitent, enfin, qui pèsent des trillions et des trillions de yens. La variable, c'est le yen. Puisque finalement, comme vous prenez votre épargne nationale, vous la mettez sur un marché extérieur, ça déprécie le yen, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont investi dans l'obligataire américain, parce que quand ils rapatrient, ils ont en plus un yen qui s'est affaibli. Donc, c'est pas négligeable, parce qu'à partir du moment où, on va dire, je redonne du rendement à des taux domestiques, ça veut dire que des assureurs, par exemple japonais, vont faire chemin inverse. Alors, peut-être pas faire chemin inverse, parce qu'il y a quand même un écart de taux qui est intéressant, mais ils seront moins incités à aller chercher du rendement aux États-Unis, où ils le feront beaucoup moins. Ils chercheront du rendement au niveau national. Bon, encore une fois, les taux réels sont négatifs encore. Donc, c'est pas la panacée. Même à 1%, ils sont encore très loin. Mais ils seront moins incités à aller chercher du rendement extérieur. Donc, ça met moins de pression sur le yen. Alors, c'est pas le cas à très court terme, mais ça met moins de pression sur le yen. Et donc, ça laisse finalement, ça met des flux beaucoup moins sur l'obligataire. Donc, toute chose égale par ailleurs, parce qu'il y a plein d'autres choses qui peuvent jouer, mais ça fait plutôt remonter les taux d'intérêt américains, européens, et ça joue énormément sur les flux d'épargne du Japon. Mais il faut bien comprendre, c'est que les injections de la Banque centrale du Japon a énormément nourri la faiblesse des taux au niveau mondial. On a beaucoup parlé de ce qu'ont fait la Banque centrale européenne, la Banque centrale américaine, mais aujourd'hui, ces deux banques centrales reprennent la liquidité et on a peut-être une Banque centrale du Japon qui va moins en injecter par rapport à une demande moins forte des Japonais. Donc ça joue énormément. Si on est en pure logique, liquidité et purement logique sur le marché obligataire, ça peut jouer énormément sur le niveau des taux. Est-ce que ça va avoir un impact sur la dynamique du marché action japonais, Gustavo, qui a été un des très très bons marchés de l'année en devise locale, bien sûr. Les investisseurs globaux ont l'habitude de se couvrir quand ils vont sur le marché japonais. Oui, en fait, la réponse est dans la question. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a l'effet du yen qui est très favorable à un certain nombre d'entreprises. Mais il n'y a pas que ça, parce que l'économie domestique japonaise a fait quand même mieux. Il y a une amélioration interne, en plus de simplement l'effet de change qui a été plutôt favorable pour les profits en yens. Si on parle de hausse de salaire, si on parle de encore une fois, on sort de la déflation. Quelque chose de nouveau. Donc, l'idée, c'est que contrairement aux autres pays qui veulent faire revenir l'inflation
Alors d'ailleurs, juste, les autres pays veulent pas faire. L'Europe, par exemple, ne veut pas faire revenir l'inflation à là où elle était avant, parce qu'avant, elle était trop basse. Ah bah oui. Et oui. Ah bah non. Donc alors c'est une tâche compliquée. C'est-à-dire qu'il faut la faire baisser, mais pas trop, parce que si on la fait trop baisser, on repart sur la décennie où elle était déjà trop basse, et on veut pas. Non. Donc, alors le Japon, c'est un problème différent, parce qu'elles veulent qu'elle reste plus élevée. Ouais. Donc, alors ils sont en train de réussir. L'inflation effectivement accélère. Et ça, effectivement, c'est bon pour l'économie nominale et c'est quelque part bon aussi pour les profits, pour la croissance des bénéfices au Japon. Plus tout un tas de changements, effectivement, microéconomiques au Japon qui rendent ce marché, je pense, toujours intéressant. Toujours attractif, toujours intéressant. Bon, sur la logique d'investissement, alors on a déjà expliqué avec vous, effectivement, il y a peut-être de l'intérêt à retrouver pour certains segments de croissance visibles, effectivement, à la faveur peut-être de discours de banque centrale moins agressifs, ce qu'on a déjà constaté. En dehors des États-Unis, il y a des choses à faire aussi ou pas, Jean-Jacques? Sur le Japon, déjà par exemple, c'est que beaucoup d'investisseurs traditionnellement étaient couverts contre le risque de change, prenaient des parts hedgées, donc là, l'idée quand même c'est de les dé-hedger à ce niveau niveau d'yen. Et je suis d'accord, c'est un élément qui ne va pas en faveur, il y a quelque chose qui aidait à coiffer un peu les taux, et c'est une hypothèque qui aujourd'hui est levée, quelque chose qui est élevé, donc ce n'est pas quelque chose qui est favorable au marché en lui-même. La progression du marché japonais a été très liée à la faiblesse du yen. Donc là, on a l'impression qu'on essaiera de ne pas tout détricoter. Peut-être que ce sera dans un marché en plus qui passerait un peu risk-on, une baisse du dollar, et peut-être qu'on gagnera un peu sur l'appréciation potentielle du yen, même par rapport à des investissements européens. Donc il faut revenir, je pense, exposé à ce moment-là. Donc l'idée, c'est d'oser d'abord revenir, je pense, sur les taux d'intérêt. Ouais, ce que vous disiez. Si on avait été confiant sur le dollar, on aurait pu jouer le marché dollar, mais je pense que quand on se rapproche des 1,03, 1,04 sur le dollar, il n'y a pas grand-chose à gagner. C'était lié à un marché risk-off. Et on voit qu'il peut repartir plutôt dans le sens d'un 8, 1, 10. Donc on joue plutôt sur le marché européen, de la dette européenne. Et puis jouer dans ce contexte les dossiers de croissance, que ce soit sur les dossiers européens ou les dossiers américains. Après, je vois beaucoup d'investisseurs qui finalement, par rapport aux émergents, n'osent pas revenir directement. C'est-à-dire, et se créent finalement beaucoup de fonds un peu monde pour que des investisseurs, finalement, osent revenir sur quelques dossiers un peu chinois. Ils n'osent pas acheter la dette chinoise ou les commodities en direct. Par contre, ils se disent quand même que il y a des dossiers où il y a vraiment des vrais avantages compétitifs et que quelques dossiers bien ciblés peuvent fonctionner. Donc, je vois beaucoup de choses se créer dans ce domaine-là, et donc des dossiers qu'on croit complètement perdus sur les émergents pour des notions de gouvernance notamment, peuvent revenir un peu, donc c'est peut-être aussi sur lequel on mettra un petit doigt éventuellement dans quelques mois. Ouais, c'est quand même l'idée qu'il y a un appétit pour le risque qui peut se reconstruire là. Oui. Gustavo, sur la logique d'investissement, donc Dorval de retour sur l'obligataire, dans les fonds de gestion diversifiés internationaux, c'est ça? Absolument, retour sur l'obligataire. Ravi d'entendre parler de l'équipondération, parce que ça fait partie des choses qu'on pousse, notamment justement dans nos fonds internationaux, l'équipondération. Et effectivement, vu les mines dont vous parliez, on était très content d'être équipondéré et très, très, très éparpillé dans plein de dossiers, parce que de temps en temps, c'est vrai que ça peut faire très mal. Mais quand on prend ça collectivement, ça passe quand même beaucoup, beaucoup mieux. Donc, toujours très, très équilibré. Quand on a un investisseur équipondéré dans le monde, on a beaucoup moins d'actions américaines que quand on est pondéré par les capitalisations. On passe quasiment de 70 à 40%. Et on a beaucoup plus d'Asie, effectivement, de Japon, d'Australie, plus de Canada, beaucoup plus d'Europe aussi. Et on se sent quand même plus à l'aise avec un portefeuille plus équilibré, qui désormais intègre aussi effectivement commence à intégrer des obligations américaines. Non pas tant d'ailleurs pour le portage, parce qu'une fois qu'on les couvre, évidemment on couvre le risque de change, parce que sinon c'est du dollar qu'on achète en fait. Le portage on est quand même pas mal réduit. La parité des taux d'intérêt fait que il n'y a pas de free lunch. En revanche, ça nous semble être, ça commence à devenir une couverture, il y a un peu d'asymétrie, une protection. Si le ralentissement devient un ralentissement beaucoup plus fort, si un choc de crédit, si quoi que ce soit arrive, c'est de nouveau une asymétrie plus favorable qu'il y a encore quelques mois où le repricing n'avait pas eu lieu. Il nous semble encore une fois, comme je le disais au départ, que le repricing, grosso modo, et je ne parle pas à 25 points de base près, mais grosso modo, est fait. Bon,
Donc une logique de construction de portefeuille effectivement un peu différente avec ce retour. On sort c'est ça. Cash equity pour revenir un peu plus sur les obligations. Un mot là-dessus, Christian. Action ou taux? Alors déjà, taux long, forcément. C'est-à-dire qu'on sort du monétaire pour aller sur les obligations. Faut pas tomber amoureux du cash là. Non, mais je pense que le monétaire n'a plus grand-chose à gagner parce que de toute façon, quoi qu'on pense, à terme, les banquiers centraux vont baisser les taux. Le prochain mouvement, ce ne sera pas pour tout de suite. J'ai vu qu'il y avait un slogan américain, enfin comment on dit, un proverbe américain, ils disent on date avec le cash, mais on ne se marie pas avec le cash. Voilà. Donc ça n'a qu'un temps, quoi. Ça n'a qu'un temps. Et aujourd'hui, c'est clair qu'il faut caper la performance qu'offre la partie de la courbe des taux. Aujourd'hui, vous savez que dans 2 ans, le 2 ans, le 3 ans, tout ça va souffrir parce qu'on sait que les banquiers centraux ne vont pas rester, même s'ils nous le disent, durablement restrictifs et la conjoncture les rattrapera. Donc très clairement, il faut aller sur la partie longue. Par contre, sur la bourse, moi personnellement, je manque encore de trop de visibilité. On manque de visibilité, on n'a pas de scénario économique encore très clair, donc toujours plutôt dans des secteurs très très défensifs pour l'instant. Et en plus, avec le recul des taux longs, je pense que ça vaut le coup d'aller sur des valeurs de rendement, des valeurs qui pourraient être pricées, donc plutôt caractère encore défensif pour l'instant. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Christian Parizeau, Altair Economics, Gustavo Orenstein, Dorval Asset Management et Jean-Jacques Friedman, Vega IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement thématique, justement dans l'eau et les déchets, une des grandes thématiques profondes, séculaires qu'on trouve dans le monde de l'investissement depuis de nombreuses années. C'est Bertrand Lecourt qui est à mes côtés en plateau pour évoquer cette thématique, gérant chez JO Hambro. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Je veux bien que vous nous disiez un petit mot de présentation quand même de JO Hambro que je ne connaissais pas avant qu'on se rencontre pour cette interview, Bertrand, donc, qui vient du monde anglo-saxon, qui a déjà une longévité importante et qui a des ambitions sur le marché européen, on peut le dire comme ça aujourd'hui, Bertrand? Oui, c'est ça. JO Hambro Capital, c'est une société de gestion originellement anglaise, qui a une 30aine d'années déjà sous sa création, qui gère à peu près 25 milliards d'euros sous gestion, 15 stratégies différentes avec une grosse vue action internationale. Et nous sommes aussi faisons partie d'un groupe un peu plus grand qui s'appelle Perpetual, qui est une stratégie multiboutique. Donc, au total, c'est à peu près 125 milliards sous gestion au niveau global. Et on était très focus sur l'Angleterre. Et depuis 2 ans, on a un bureau à Paris. On croit en Europe, avec un bureau en Allemagne, un peu partout. Et donc, sur des belles thématiques, notamment equity international et thématiques, selon laquelle je pousse sous la marque Regnan. La franchise Regnan, c'est ça. Donc ça, c'est la franchise des investissements thématiques. C'est ça, Bertrand? Exactement. Regnan, c'est en fait tout un savoir-faire qui a plus de 25 ans, qui est originairement d'Australie. C'est l'Eucalyptus Regnan. Donc c'est le plus grand arbre floral du monde. C'est très local. Et il y avait une énorme expertise depuis 25 ans dans l'ESG, avec maintenant des stratégies d'investissement dont je suis en charge pour développer la partie thématique au sein de JO Hambro. Donc c'est un peu le Intel Inside de ces stratégies non traditionnelles. Très clair. On aura appris beaucoup de choses. Déjà que Regnan était une plante, un arbre endémique d'Australie. C'est déjà toujours ça. Qu'est-ce qui caractérise une bonne stratégie thématique? Avant de parler de l'eau et des déchets, donc le fonds c'est Regnan Sustainable Water and Waste. Qu'est-ce qui caractérise pour vous une bonne stratégie d'investissement thématique? Une bonne stratégie thématique, c'est vraiment quelque chose qui apporte un nouvel outil dans la diversification qu'on investit. Donc, ça doit être global, ça doit être perpétuel, une thématique de croissance de fonds, très peu de recherche sur les actions, une certaine pureté des entreprises dont les revenus sont tirés d'un thème puissant, la liquidité, etc. Donc tout ne peut pas être bien thématique, mais des bonnes thématiques de long terme, c'est des thématiques qui sont perpétuelles avec du cash, avec de la visibilité et un outil de diversification possible. C'est pas comme un fonds sectoriel. Si vous avez un sectoriel tech et que soudainement Nvidia a un problème, tout tombe, ou si pour les banquiers créditistes un problème, tout tombe, un bon fonds thématique qui investit dans la chaîne de valeur va être beaucoup plus stable. Donc, il veut beaucoup plus exposer sur cet investissement qui nous donne une capacité d'avoir accès à des stocks qui ne sont pas du tout ceux qu'on a dans les S&P 500 ou Eurostock 600 qui sont très tirés par des market cap, par du style de croissance de dividendes, etc. Le monde va dans une certaine direction parce qu'il y a une globalisation des comportements. Et donc, il faut refaire une réallocation dans les bonnes boîtes. Et l'investissement thématique doit permettre de sortir de ça, comme vous dites, de cet effet boule de neige dans les indices, des effets moutonniers. C'est ça l'idée. C'est ça. Il y a un pouvoir diversifiant décorrélant.
il y a un pouvoir diversifiant, décorrélant, et puis aussi, ça nous permet de sortir du bruit macroéconomique. C'est-à-dire qu'à très court terme, c'est vrai qu'à 1 mois, 3 mois, 6 mois, quand on fait l'analyse de ce qui tire les actions, c'est vraiment que du bruit macro. Mais à la fin, au bout de 12 mois, 18 mois, c'est toujours le cash qui prime. Donc quand on fait un focus sur ces fonds thématiques, on sait qu'ils sont là. Eh bien, on va pouvoir s'ancrer et laisser faire le travail des sociétés sans avoir à trader ou à arbitrer. Les vraies grandes thématiques profondes, globales, perpétuelles, comme vous dites, elles sont toutes identifiées aujourd'hui ou pas? Non, pas toutes. Je pense qu'il y a un effort d'identification de ce qui est plutôt cœur. Mais comme on l'a vu, il y avait une grosse croissance dans le léger il y a 12 ans. Maintenant, on a beaucoup plus une croissance dans la partie thématique. Donc, qu'est-ce qu'un bon fonds cœur thématique? Eh bien, moi, quand je développais le fonds eau et déchets, c'est vraiment le premier point. Parce que la première pierre de développement d'économie, c'est 2 personnes qui tradent. Une personne qui trade, qu'est-ce que c'est? C'est une machine organique. On prend de l'eau, on prend de la matière, on rejette de l'eau usée, la matière usée. Donc c'est de l'eau et des déchets. Si on n'a pas d'eau, l'économie s'effondre tout de suite. Et si on ne gère pas les déchets, on a vu ce qui s'est passé à Paris, tout s'effondre. Donc c'est la première pierre angulaire qui croît. Et c'est une histoire de 12 000 ans, avec des facteurs de croissance qui ne s'arrêtent pas. Donc c'est l'urbanisation qui continue à augmenter. C'est la moitié de la population du monde dans les villes, qu'on va aller à 70%. On devient plus riche, on met donc un effet de consommation. Tout ce qu'on consomme, c'est de l'eau. Ce n'est pas 200 litres jour, mais 15 000 litres d'eau jour. On a une intensité dans votre hamburger qui peut être de 5 000 litres pour l'équivalent. Et puis tout ce qu'on consomme devient des déchets, en moins de 2 ans. Tout ça, ça met une pression sur l'infrastructure. On a 200 ans de croissance d'infrastructure au même rythme dans l'eau et les déchets. D'ailleurs, il y a une analyse des engineering aux États-Unis récemment. Tous les quarters, on regarde un peu quel est l'investissement. Tout l'investissement de l'infrastructure n'est pas égal. Dans l'eau et les déchets, c'est entre 5 et 7% par an pour les prochaines 5 années. Ouais. Et à un rythme de 200 ans. C'est Donc, ça. on a cette capacité à croître. Oui, donc c'est une des premières thématiques cœur, finalement, identifiées par le marché, par les investisseurs. D'ailleurs, vous êtes sur cette thématique depuis peut-être plus d'une décennie maintenant, Bertrand. J'ai 23 ans d'expérience dans cette histoire. Désolé de vous le rappeler. Je gère cette stratégie depuis 10 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut bien définir un fonds thématique. C'est-à-dire qu'on va définir où ça commence et ça se termine. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous investissons dans toute la chaîne de valeur de l'eau et des déchets. Donc, dans l'eau, c'est les pompes, les valves, les compagnies d'engineering, de création, de traitement, de barrages, etc. Et puis aussi, toute la partie dans les déchets, c'est le transport, la logistique, la transformation. Et ça c'est le même facteur de croissance, les mêmes croissances, je vous disais, la consommation, l'infrastructure, etc. Et les mêmes solutions. C'est-à-dire pour gérer les poubelles ou les déchets et les recycler, il faut de l'eau. Pour protéger l'eau, il faut les déchets. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas aller non plus acheter du Coca-Cola parce que c'est du plastique avec de l'eau et du gaz. Mais par contre, Coca-Cola va peut-être avoir besoin d'avoir un recyclage de l'eau avec une entreprise comme Evoqua, qui pourrait être une ou de gérer les plastiques avec un Veolia. Donc, c'est toute cette chaîne de valeur d'entreprises qui sont là pour aider à gérer le problème. Avec l'idée de rester le plus pur possible dans cette thématique eau et déchets, c'est ça. Parce que le but, c'est de donner un diversificateur dans un portefeuille. Donc, ces entreprises, nous les filtrons et faisons en sorte que 90 à 95% du portefeuille est pur. C'est-à-dire qu'une société comme Veolia, qui est bien connue en France, a peut-être 45% d'eau, 40% de déchets et peut-être 10% résiduel dans les services à l'énergie. Je ne peux pas le retirer. Mais ça veut dire que 90% de l'histoire tire Veolia. Donc, si on n'a que ça dans un portefeuille, c'est exactement ce que vous voulez. Et ça va se créer à l'opposé d'une allocation classique où c'est pratiquement que la tech, la pharma, le consumer. Nous avons l'opposé. On n'a pas de consumer, pas de pharma, pas de finance, pas d'énergie. Ça, c'est la grande allocation mondiale, mainstream, standard, benchmark, quoi. Qui apporte en fait des facteurs risques sur la croissance, sur les valos, etc. Bien sûr. C'est une thématique de l'eau et des déchets. Alors, effectivement, vous avez déjà apporté beaucoup d'éléments, mais qui ressemble beaucoup à une thématique d'infrastructure. On est vraiment là-dedans. Est-ce qu'il y a de l'innovation aussi? Est-ce que c'est une thématique soumise à l'innovation? Quelles sont un peu les sous-thématiques sur lesquelles vous travaillez dans ce grand thème global de l'eau et des déchets? C'est un gros thème déjà. Ça fait à peu près 2,5 trilliards de capi boursières disponibles. Et ça, c'est même pas 5% de ce qui est disponible dans le marché, parce qu'il y a beaucoup de choses très locales. Ce qu'on dit infrastructure, les utilities classiques, c'est à peu près 8 à 10% de l'histoire. Donc tout le reste, c'est comme s'il y avait une ruée vers l'or. On va acheter ceux qui vendent les pelles et les pioches. Et ces entreprises-là sont extrêmement saines. Elles ont très peu de dettes, des retours sur action en double chiffre, une bonne croissance et un horizon, parce qu'on a un investissement très important en face de nous. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir identifier ces entreprises. On a aussi des fondamentaux qui sont bons, puisque depuis une vingtaine d'années, c'est une entreprise un peu ennuyante, c'est une sorte de croissance défensive. Eh bien, si on accumule tous les résultats de cet univers, c'est à peu près 10 à 12% de croissance de résultats par an.
un dividende à 3%, donc ça fait 10-13%. Et comme ce n'est pas une histoire de volume, mais une histoire de prix, eh bien, la conversion du prix en cash augmente tous les ans. Donc les multiples peuvent être multipliés et on a cette capacité très long terme à avoir du compounding. En n'ayant ni un stade croissance, ni un toile dividende, ni value, c'est un blend. Et quand c'est bien diversifié dans un portefeuille, la corrélation des valeurs, c'est à peu près 0. C'est incroyable. Voilà. C'est incroyable. Parce que si j'ai un choc sur une usine... Il y a très peu de corrélation entre chacune des valeurs de l'univers. Exactement. C'est pour ça qu'une grosse facteur de valorisation et de bénéfice pour un fonds comme ceci, c'est vraiment décorrélé. Donc si j'ai une entreprise de déchets en Chine qui fait du rénovation énergétique, si elle a un problème, il n'y aura aucun impact sur l'entreprise en Californie qui va faire des pompes ou mon utility en Europe. Et aussi, les fondamentaux sont bons parce que c'est une histoire de prix. Les prix de l'eau et des déchets sont très faibles. En moyenne, dans le monde, l'accès à l'eau usée, votre facture d'eau, pratiquement, c'est 50 à 60 euros par mois. La facture énergétique et gazière, c'est 10 fois plus en Europe. Bien sûr. La facture des déchets, c'est 20 euros. Un tiers d'une facture d'eau. $1. Voilà, $1. Donc même s'il y a une énorme augmentation d'investissement qui va s'opérer, par exemple en Angleterre, ça va être la masse des actifs, il faut 10% par an, eh bien on aura une énorme croissance des résultats et de l'equity, et ça va nous coûter à peu près 20 euros par an en plus, donc 5 cafés. Et à partir de là, on a toute la partie d'adaptation, cœur de l'économie. Mais, bon, si ce n'est que dans l'épisode inflationniste qu'on traverse ou qu'on est peut-être en train de finir de traverser, Bertrand, on a vu la sensibilité des consommateurs à la moindre facture, au moindre prix, etc. L'idée d'un monde plus inflationniste demain, pour de multiples raisons, c'est profitable. C'est porteur pour votre thématique. C'est très profitable. Pourquoi ? Parce qu'on part déjà de prix très bas. Et puis, c'est complètement en passe-through sur l'inflation. Donc, on a eu toute l'augmentation de l'inflation sur les 2 dernières années. Il n'y a aucun problème. Ces entreprises ont pu passer les prix au consommateur final. Dans les déchets, les prix ne tombent jamais. C'est plus 1, plus 2, plus 3%. Il y a une sorte de high watermark. Et si les prix s'arrêtent, elle ne va pas retomber. Donc, et même s'il y a un ralentissement un petit peu économique, si on va prendre les poubelles et qu'il y a 10% moins de volume, ça sera moins cher à transporter. Donc, il y a une sorte de conversion de cash qui est bonne. Et dans l'eau aussi, on a une capacité de pousser les prix, sachant qu'il y a plein de tarifs sociaux. Donc, il n'y a pas un prix de l'eau comme le pétrole, le gaz, l'électricité. Il y a des centaines de milliers de prix d'eau partout dans le monde qui sont adaptés en fonction de la consommation de chacun et qui accompagnent l'économie. Et d'ailleurs, cette stratégie, d'une certaine manière, peut être utilisée comme un hedge ou une couverture contre l'augmentation des prix. C'est ce que vous dites aussi. Oui, c'est ce que je dis, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a eu tout le développement American Dream. C'était, on va ouvrir les marchés et vous aurez plus pour moins cher. Et là, on devient tout un monde un peu sous contrainte. Où il faut faire plus avec moins. C'est ça. C'est American Wake Up. Vous aurez un peu moins de choses pour plus cher. Donc peut-être que la nouvelle norme, c'est pas 2% d'inflation, c'est 3%. Donc il faut se protéger. Parce qu'on essaie de dématérialiser sur un monde réel, mais le monde réel va nous rattraper. Donc on a fait une étude, on regarde ce que font les entreprises à peu près dans le portefeuille. Et si on avait 5 000 €, eh bien, on peut avoir de l'eau et des déchets pour 2 familles. Donc on se protège en plus notre facture, on sait qu'elle va augmenter. Une sorte de hedge naturel. Donc c'est une double diversification dans votre épargne. Vous avez les mêmes types de risque-retour que de la tech en ayant des trucs complètement différents. Et en plus, c'est une diversification pour vous hedger votre portefeuille. Et en plus, en termes de hedger, où tout le focus, c'est du CO2, qui est un byproduct. Mais les 2 autres byproducts de l'économie, c'est l'eau usée et les déchets. Merci beaucoup Bertrand pour cet entretien. Alors autour de l'investissement thématique en général et du grand thème de l'eau et des déchets, c'est une des stratégies que vous pilotez chez JO Hambro. Le fonds s'appelle Regnan Sustainable Water and Waste. Bertrand Lecourt était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir, gérant chez JO Hambro sur Bismart.